Notre invité ce matin, Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français. Pierre Laurent, quelques questions d'actualité pour commencer. D'abord, ce débat qui s'ouvre autour de François Hollande et de ces assassinats ordonnés, ciblés de terroristes. Est-ce pour vous un permis de tuer? Est-ce qu'on peut s'asseoir sur le droit? Non, je crois qu'on ne peut pas s'asseoir sur le droit et c'est un peu terrible de dire ça, mais on ne fait pas la guerre est déjà quelque chose de terrible et on ne fait pas la guerre n'importe comment. C'est faire la guerre n'importe comment que de cibler un terroriste et d'aller le tuer. Attendez, je veux être prudent sur ça parce que les informations qu'on a en la matière sont compliquées à saisir parce que elles relèvent théoriquement du secret défense d'ailleurs et nous ne savons pas les conditions exactes dans lesquelles tel ou tel assassinat ont été directement décidés et dans quelles conditions. Donc il faut garder une certaine prudence par rapport à ça. Mais d'une manière générale, je crois que ces révélations montrent l'extrême danger qu'il y a à s'engager sans cesse dans des logiques de guerre comme nous le faisons. Je crois que nous combattrons parce qu'il faut combattre les terroristes et ceux qui commettent des actes par d'abord en mettant fin à l'engrenage de la guerre précisément et contrairement à ce qu'on a fait depuis des années, en particulier en Syrie, d'abord en Irak, ensuite en Syrie, en Libye. Vous êtes plus pacifiste que jamais. Ah, je crois que le temps est de revenir le plus vite possible à des logiques de paix, oui. Parce que quand on voit encore l'attentat à Istanbul la semaine dernière qui brise la vie de 39 jeunes de toute nationalité, et quand on a chaque semaine à travers le monde des attentats et des faits de guerre qui laissent hors de la vie des milliers de jeunes, comme on le voit en Irak, je pense qu'il faut revenir le plus vite possible à des logiques de paix. Mais ça fait maintenant depuis 2001 qu'on nous dit que c'est par la guerre qu'on va résoudre ce problème-là. Et en vérité, ces logiques de guerre ont amplifié tous les problèmes. Donc je crois qu'il faut effectivement revenir à des logiques de paix. Bien, autre sujet d'actualité, le cas de Cédric Herrou. Cet agriculteur apiculteur de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, qui est traduit devant le tribunal pour avoir aidé des Érythréens, notamment des Érythréens, à s'installer dans un local désaffecté de la SNCF. Il comparaissait hier, 8 mois de prison avec sursis, c'est ce qu'a demandé le procureur de la République. Alors j'ai une question très simple, faut-il condamner Cédric Herrou? Non, moi je crois qu'il ne faut pas le condamner et je suis totalement solidaire de son action. Quelle est la situation de cet homme qu'il a je conseille d'ailleurs à vos auditeurs de lire l'excellent interview qu'il a donné dans l'Humanité hier matin, où il explique ce qui lui est arrivé. Ce jeune homme est un paysan qui se trouve à la frontière et qui a vu des jeunes hommes, souvent des mineurs, arriver sur ces terres finalement, et il leur a porté assistance. Il les a nourris, il leur a donné des hébergements de fortune, et il a fait en vérité ce que nous devrions faire, ce que l'État devrait faire. Je rappelle que quand des mineurs isolés franchissent la frontière, nous devrions les prendre en charge. C'est les règles du droit international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut poursuivre l'État pour non-assistance à personne en danger? Je crois qu'en l'occurrence, on devrait davantage effectivement regarder du côté des responsabilités de l'État. Il dit dans cette interview dont je parlais hier, et je crois qu'il a raison, l'État, par exemple, il faut le savoir, à la frontière italienne, ramène des mineurs isolés de l'autre côté de la frontière, ce qui est interdit par le droit international. Nous devrions les accueillir. Imaginons, vous savez, on parle souvent des gens qui meurent en mer. Eh bien, quand des bateaux de réfugiés sont dans la Méditerranée, que faisons-nous? Nous leur portons secours. Oui, mais Pierre Laurent, nous ne les renvoyons pas, les renvoyons pas dans la mer. Eh bien, quand ils franchissent une frontière, nous avons un devoir d'accueil. Pierre Laurent, d'accord, nous accueillons, mais plus nous accueillons, plus nous serons obligés d'accueillir parce que pas du tout. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe parce que finalement à la frontière italienne, c'est exactement la même situation que celle que nous avions à Calais. À Calais, pendant des années, on nous a dit mais c'est impossible de régler le problème.
Alors que nous disions si nous pouvons accueillir plutôt que les laisser s'entasser à la frontière franco-britannique, en l'occurrence, il faut les accueillir sur tout le territoire national. Eh bien aujourd'hui, ils ont été accueillis. 10 000. Oui, 11 000. Mais c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes qui se massent à la frontière italienne. 50 000, 100 000, 150 000, comment fait-on? Mais nous sommes un pays qui est capable de cet accueil-là, qui l'a fait de nombreuses fois dans son histoire. Donc pour vous, c'est clair, il faut accueillir, encore plus accueillir et ouvrir nos frontières. Mais écoutez, nos frontières sont ouvertes aujourd'hui. Pas aujourd'hui, totalement. Pas dans toute l'Europe, je le rappelle. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières. Oui. Les frontières françaises sont en grande partie fermées, compte tenu de la situation et de la menace terroriste. Il faut, si on veut parler de ça, reparlons. Pourquoi ces jeunes, ces mineurs, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces familles sont ici? Parce que la guerre fait rage dans leur pays. Vous, comme d'autres, avez alerté sur la situation il y a quelques semaines à Alep. Voilà d'où ils viennent. Ils viennent de là. Ce sont des Érythréens, en l'occurrence. Oui, des Érythréens. Mais je veux dire, c'est la même situation. L'Érythrée est en guerre, le Soudan. Ces pays sont confrontés à des situations dramatiques. Alors, il faudrait traiter les causes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, travailler à des logiques de paix dans ces pays, mobiliser l'ONU. Et la France devrait prendre des initiatives. Combien de migrants, combien de réfugiés on pourrait aller? Mais non, mais parce que l'Allemagne, on a reproché à l'Allemagne d'accueillir 1 million de migrants. On a parlé, mais nous avons parlé d'en accueillir 30 000 et nous ne l'avons toujours pas fait. Mais nous savons que les chiffres aujourd'hui, les chiffres de réfugiés qui sont accueillis en France sont inférieurs à 30 000. La France peut accueillir 100 000, 200 000, 500 000 migrants ou réfugiés. Qui vous parle d'en accueillir 500 000? Pour le moment, nous n'en accueillons même pas 30 000. Nous sommes capables d'en accueillir 30 000, 50 000 et plus encore si nous mobilisons la générosité nationale. Et on voit d'ailleurs, c'est très surprenant parce que dans cette région, autour de Cédric Herrou, on voit se lever un mouvement de solidarité absolument étonnant, alors qu'on nous dit sans cesse dans cette région que les responsables politiques du Front National et des Républicains dans cette région n'arrêtent pas de faire croire qu'il n'y a personne qui est pour ce devoir de solidarité dans la région. Il a été élu, Cédric Herrou, par un sondage internet, le Niçois de l'année ou quelque chose comme ça, le citoyen de l'année. Donc il y a, y compris dans ces régions-là, comme ailleurs en France, des gens qui sont prêts à cet accueil. Et pendant ce temps-là, alors je ne vais pas opposer, sûrement pas, parce que c'est ce que dénoncent les associations qui luttent contre la pauvreté, je ne vais pas opposer les migrants, les réfugiés aux pauvres qui, eux, vivent en France. Mais pendant ce temps-là, la pauvreté gagne du terrain en France. Mais elle gagne Ce matin, j'étais avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre sur RMC, qui me disait 1 million de pauvres de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté en plus en 10 ans. En 10 ans. Bien sûr, mais moi j'ai d'ailleurs décidé, je rencontre demain les associations qui ont lancé cet appel pour parler de cette situation avec elles et que nous connaissons bien parce que nous y sommes confrontés dans les villes que nous gérons. Nous avons emmené cet été 10 000 enfants et familles à la mer. Juste une parenthèse, vous accueillez beaucoup de réfugiés dans vos villes? Oui, absolument. Les villes gérées par le Parti communiste. Les villes gérées par le Parti communiste sont des villes d'accueil et qui ne séparent pas cet effort-là de l'effort de promotion de l'ensemble de la situation de l'ensemble des. Alors allez-y. Absolument. Très bien. On le fera. Alors allez-y, Pierre-Laurent, sur la pauvreté. Oui, qu'est-ce qui est à l'origine de la pauvreté? Nous le savons. C'est le chômage, c'est le développement de la précarité, c'est la multiplication des travailleurs pauvres. Parce que quand nous sommes aujourd'hui en France à 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 € par mois, eh bien, il y a des chômeurs parmi eux, mais il n'y a pas que des chômeurs. Il y a des jeunes qui n'ont jamais accédé à l'emploi. Il y a des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais qui gagnent péniblement 500, 600, 700 € par mois. Il y a des retraités qui n'arrivent pas à vivre avec leur retraite. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les catégories de la population. Et les associations ont 1000 fois raison de se lever contre ça et de condamner ceux qui, dans
parmi les responsables politiques exploitent cette situation pour diviser les gens entre eux. Oui. C'est un problème d'intérêt national. Est-ce que lorsque François Fillon va à Emmaüs, il exploite la situation? Lorsqu'il vous dit je suis gaulliste et je suis chrétien. Qu'un responsable politique aille ça sur logique, place, non c'est normal. Certaines critiques s'élevaient. Non, mais c'est pas le fait qu'il se déplace. C'est après, il faut savoir si nous avons des réponses à cette situation et quelles réponses, comme responsable politique, nous avançons. Moi, je crois que nous avons besoin de mesures d'urgence. Lesquelles? Alors, ces mesures d'urgence, par exemple, interdire les expulsions locatives. J'ai entendu Christophe Robert, 24% d'expulsions locatives supplémentaires l'an dernier. Donc des gens qui se retrouvent à la rue sans solution. Donc interdiction des expulsions locatives. Actuellement, nous sommes dans la trêve hivernale, elles sont interdites. Elles vont reprendre si nous laissons faire le 31 mars. Les propriétaires qui voient leur loyer impayé vont être contents. Non, le 31 mars. Je rappelle qu'il y a des villes, notamment en Seine-Saint-Denis, nos villes, chaque année, nos maires publie un arrêté anti-expulsion qui est chaque fois cassé par la préfecture. On nous dit c'est illégal. Mais en vérité, ce serait une mesure qui éviterait de jeter des gens à la rue. Alors évidemment, il ne faut pas seulement faire ça. Ensuite, il faut un accompagnement global pour créer les conditions d'accueil et d'insertion de ces populations. Et ce que demandent les associations, c'est un accompagnement global qui concerne l'emploi et l'insertion, qui concerne le logement, qui concerne l'aide à ces personnes. Je vais entrer dans la primaire, dans les candidats à la présidentielle de gauche, qui, selon vous, défend le mieux les plus pauvres et qui, selon vous, offre le plus de solutions pour sortir de la pauvreté et pour améliorer le pouvoir d'achat? Je crois qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous avions déjà avancé des propositions fortes en 2012 sur ces questions et nous le faisons à nouveau. J'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon avancer. Qu'est-ce qu'il avance? Augmentation du SMIC. La question. Enfin là, le SMIC, c'est pas le travailleur, c'est le travailleur modeste, évidemment. Si, parce que le SMIC, c'est le SMIC horaire qui augmente aussi. Donc tous ceux qui sont à temps partiel. Vous savez, en ce moment, il y a un drame social à nouveau qui est en train de se produire dans les magasins de la chaîne Vivarté, Koukaï, André, la Halle aux chaussures, etc. L'énorme majorité des salariés qui travaillent dans ces magasins sont des gens qui souvent gagnent 600, 700, 800 euros parce qu'ils travaillent à temps partiel. C'est impossible de vivre avec une somme pareille. C'est le problème pour vous. La question des salaires est l'un des problèmes, effectivement. La question des bas salaires est l'un des problèmes. On revalorise le SMIC. Absolument. Quelle autre solution? Je l'ai dit, il faut interdire les expulsions locatives. Il faut prendre des dispositions pour augmenter les capacités d'hébergement d'urgence. J'ai entendu le président de la FNARS, Florent Guéguen, lancer un appel parce que le 115, ça y est saturé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place d'hébergement d'urgence. Et pour le faire, il faut répartir les places d'hébergement d'urgence. Vous vous rappelez cette affaire à Paris, quand on a voulu installer, il est installé d'ailleurs, un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement, les gens qui ont hurlé à la mort contre ça. Donc lutter contre le travail précaire. Il faut des places d'hébergement d'urgence réparties sur l'ensemble des régions. D'accord, vous voulez lutter contre le travail précaire, mais comment donner du pouvoir d'achat à ceux qui gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois? Comment? Je l'ai dit, en augmentant les salaires. Je crois que, vous savez, il y a actuellement, de quoi est-ce que nous souffrons? C'est d'une logique économique qui considère que, soi-disant, qui nous explique tous les jours que pour créer des emplois, il faut écraser les salaires et baisser les cotisations sociales. Et que c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, on a un chômage massif. Nous considérons qu'il faut changer de logique. Il faut relocaliser l'emploi dans notre pays et il faut augmenter les salaires. Il faut donner du pouvoir d'achat, singulièrement à ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Relocaliser l'emploi, ça veut dire taxer les importations? Mais ça veut dire aussi construire de la solidarité dans les filières industrielles. Il faut que les grands donneurs d'ordre, des grandes filières industrielles, s'appuient sur l'emploi dans nos territoires, favorisent les PME. Il faut que le secteur bancaire se mette au service de l'aide à ces PME, ce qu'il ne fait pas, le secteur bancaire. Est-ce qu'il faut abroger la loi travail? Oui, il faut abroger la loi travail. Et d'ailleurs, mercredi prochain au Sénat, mon groupe a déposé dans ce que nous appelons notre niche parlementaire un projet de loi d'abrogation de la loi travail. Donc mercredi, il y aura un débat au Sénat. J'invite tous ceux qui sont mobilisés dans le pays au printemps dernier
à regarder en direct ce débat au Sénat, et là nous verrons ce que feront l'ensemble des formations politiques. Jean-Luc Mélenchon veut abroger la loi travail. Oui, absolument. Où est-ce que vous en êtes avec Mélenchon d'ailleurs politiquement? Vous l'avez rencontré le 10 décembre? Oui, je l'ai rencontré le 10 décembre. Je serai présent à ses vœux ce soir. J'espère qu'il sera présent au mien lundi soir, lundi prochain. Et nous allons commencer le travail commun de la campagne présidentielle. Ensemble à la présidentielle. Nous allons partir ensemble à la présidentielle. Et nous allons, pour ce qui nous concerne aussi, en même temps, nous mettre au travail dans tout le pays pour préparer les élections législatives. Donc vous allez voter pour lui à la présidentielle? Je vais voter pour lui à la présidentielle. Oui. Pourquoi est-ce qu'il pourrait être élu, Jean-Luc Mélenchon? Je crois que parce que il y a des millions de gens qui aujourd'hui sont perdus dans la situation, qui ont été déstabilisés par tout ce qui s'est passé à gauche, par tout ce qu'a fait François Hollande, qui cherchent une solution. Je ne crois pas, vous le savez très bien, je l'ai déjà dit ici, et je l'ai dit de nombreuses fois, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je suis très critique sur la présidentialisation du régime politique. Très critique avec Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même l'homme, pardonnez-moi, mais enfin, c'est un homme qui est toujours... Donc pour moi, le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, ça doit être pour moi le moyen pour des millions de gens de retrouver l'espoir, mais pour cela de construire au-delà du seul bulletin de vote un mouvement favorable à de véritables propositions de gauche. Et tout en votant Jean-Luc Mélenchon, je veux continuer le dialogue avec tous ceux qui à gauche continuent de chercher une solution. L'accord se poursuivra après la présidentielle. Nous nous préparons, pour ce qui est du Parti communiste, avec ceux qui voudront le faire avec nous, à être présents dans le maximum de circonscriptions législatives. Et non, pour le moment, sans accord avec le Parti socialiste. Et si, vous savez, l'état du Parti socialiste, on verra ce qui sera, on ne sait pas trop ce qu'il est aujourd'hui, on verra ce qui sera dans quelques mois. Mais nous préparons, comme nous le faisons d'ailleurs à toutes les élections législatives, à être présents sur tout le territoire national. Parce que, de toute façon, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle, ceux qui sont attachés à l'avenir de leurs droits sociaux, doivent savoir une chose, ils doivent pouvoir compter sur de nombreux députés communistes et du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Parce que les lois, je le rappelle, ne se voteront pas demain à l'Élysée, elles se voteront à l'Assemblée nationale. Donc les élections législatives compteront autant que l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que la primaire de la gauche socialiste et en partie écologiste donnera un élan aux vainqueurs de cette primaire? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui on ne sent pas bien les choses, mais moi, je suis attentif. Je sais que des millions de gens cherchent, n'ont pas décidé, ne savent pas ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, sont très indécis, et je les comprends compte tenu de la situation. Donc, il peut se passer des choses. On en a vu se passer dans la primaire de droite. Il peut se passer des choses dans la primaire socialiste. Je n'attends pas après ça, mais je crois qu'il faut être attentif à ce qui se passe. En tout cas, les femmes et les hommes qui iront voter à cette primaire, moi, je n'irai pas, mais les femmes et les hommes qui iront voter, j'ai envie de dialoguer avec elles et avec eux. Après la primaire. Pierre Laurent, vous savez, je regardais ce sondage paru hier. Qui arrive en tête des intentions de vote chez les fonctionnaires? Marine Le Pen. Ça vous surprend? Pourquoi, selon vous? Chez les fonctionnaires, dans la fonction publique, pourquoi? Mais parce que je crois qu'il y a un énorme mensonge dans le discours de Marine Le Pen que nous avons la responsabilité de démystifier. Marine Le Pen essaye de faire croire, et je l'entendais, y compris devant votre micro il y a quelques jours, qu'elle est la championne du progrès social. Or, en vérité, j'entendais par exemple qu'elle se réjouissait de ce qui était en train de se passer aux États-Unis avec Donald Trump. Donald Trump est en train de faire des cadeaux énormes des cadeaux fiscaux supplémentaires énormes aux grandes multinationales américaines. Alors c'est ça la protection sociale des travailleurs, c'est faire de nouveaux cadeaux aux grandes multinationales américaines. C'est ça le grand modèle de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen peut essayer de faire croire qu'elle est la championne du social. Les fonctionnaires la croient, pardon. Oui, mais par défaut. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, pas du tout, parce que Nicolas Sarkozy, d'abord, et François Hollande, ensuite, ont tellement déçu les gens que les gens croient
que tout ça c'est la même chose. Et ils ont perdu espoir dans la gauche. Et Marine Le Pen a fait un gros travail pour dire la gauche c'est la même chose que Nicolas Sarkozy. Gauche, mais la gauche que je défends. Non, quand on l'entend, on a l'impression qu'elle a un discours social qui ressemble à celui de Mélenchon. Quand vous avez comme allié Donald Trump ou l'extrême droite autrichienne, vous n'êtes pas de gauche. Parce que moi, je regarde qui sont les alliés de Marine Le Pen en Europe. Quand vous avez comme allié, elle s'est félicitée aussi de ceux qui ont permis le Brexit et qui, en ce moment, en Grande-Bretagne, se préparent à conduire des politiques plus antisociales que jamais, pire que celles de Margaret Thatcher. Donc ça n'est pas des programmes sociaux. Donc nous allons travailler à démystifier ce discours de Marine Le Pen. Merci Pierre Laurent. 8h55, RMC, BFM TV.